Bonjour, bienvenue au cours de physique générale de l'EPFL. Dans cette leçon, je vais introduire les bases de la dynamique du solide indéformable. Je vais d'abord voir quelles sont les lois qui régissent le mouvement d'un solide indéformable. On va devoir apprendre à calculer un moment cinétique pour un solide, ce qui va nous faire introduire la notion de tenseur d'inertie. De là, je vais déduire la notion de moment d'inertie et je vais utiliser les moments d'inertie pour calculer une expression très simple de l'énergie cinétique d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe. Je commence avec les lois de la dynamique. Pour tout point matériel, on avait le théorème du moment cinétique et le théorème du centre de masse. Le théorème du centre de masse découle du fait que lorsqu'on fait la somme des quantités de mouvement des points matériels d'un système, on arrive à la masse fois la vitesse du centre de masse. Et on utilise aussi ici la troisième loi de Newton qui dit que la somme des forces intérieures est nulle. Pour le théorème du moment cinétique, pour un système de points matériels, on a sommé les moments cinétiques de chaque point matériel, et ce faisant, on a invoqué la généralisation de la troisième loi de Newton qui nous disait que la somme des moments des forces intérieures est nulle. Donc il nous reste ceci. Alors, je constate qu'ici, pour un solide indéformable, voilà trois équations du mouvement, et ici, j'ai trois équations du mouvement aussi. Et j'ai, je vous le rappelle, 6 coordonnées indépendantes en général. Par conséquent, ces équations-là suffisent pour décrire la dynamique d'un solide indéformable. Maintenant, ici, vous notez qu'on a utilisé un point du référentiel comme point de référence pour calculer le moment cinétique et le moment des forces. Souvent en mécanique, il est utile d'utiliser le centre de masse. Or, le théorème du moment cinétique a une variante en termes du centre de masse qui est celle-ci. Elle est très importante, je l'ai notée en rouge, nous allons la démontrer sous peu. Dans cette expression-là, j'ai le moment cinétique en G, et ce moment cinétique en G, je le définis comme ceci. On a bien une somme de moments cinétiques de points matériels, M alpha en P alpha, mais vous noterez ici que j'ai que les termes de rotation de la vitesse du point P alpha. On va le démontrer. On va démontrer que c'est correct. Vous remarquerez que donc ce que je fais, c'est que je considère mon corps solide indéformable comme un ensemble de points matériels, mais maintenant j'applique à ce corps solide la cinématique du corps solide indéformable. Pour le moment des forces, M en G, des forces extérieures, c'est simplement la somme des moments des forces exercées au point P alpha, calculée par rapport à G. Alors maintenant, nous devons démontrer cette formule. Je le fais en commençant par la définition de LO. LO, c'est la somme sur les points matériels des OP alpha cross vitesse du point alpha fois M alpha. Le M alpha, je l'ai mis ici. Ici, j'ai la vitesse du point alpha, mesurée en utilisant G comme point particulier du solide. Donc j'ai un GP alpha ici. OP alpha, je vais l'écrire OG plus GP alpha. J'ai donc deux termes ici, produit vectoriel avec deux termes là, j'ai 4 termes. Alors maintenant, si je prends ce terme avec celui-là, ça me donne une contribution. Ici, il y a une somme sur alpha des M alpha, ça va nous donner la masse totale. Donc on aura OG cross M VG. Ensuite,
j'ai un terme, si je prends les GP alpha que j'ai ici et je les mets avec ces termes-là, j'ai ce que j'avais écrit ici en dessus. Hein, j'ai un GP alpha cross oméga cross GP alpha. Écrivons-le, plus LG. Maintenant, je vais prendre le terme OG avec ceci. Là, j'aurai un terme en OG cross somme sur oméga. Je peux encore mettre le oméga, cross, et mettre ici somme sur alpha des M alpha GP alpha. Ça, c'est l'indice de somme avec les parenthèses. Et ça, c'est nul parce que ce terme-là, c'est une propriété du centre de masse. Ce terme-là est nul. J'ai encore un autre terme. J'ai le GP alpha que je vais prendre avec le VG. Alors là, on aura un terme où on a somme sur alpha des M alpha GP alpha cross VG. Ce terme est nul aussi. Pourquoi? Parce que ce terme est nul. Voilà, je nettoie tout ça. J'ai LO qui vaut MOG cross VG plus le LG. C'est tout ce qui reste. Les deux autres termes étaient nuls. Maintenant, je dérive par rapport au temps. D de LO sur dt, c'est ce terme-là. Je vois ici, quand je dérive par rapport au temps, si je dérive OG par rapport au temps, ça va me donner VG. VG cross VG, ça fait 0. Donc, j'ai un terme non nul, OG cross MD de VG sur dt. Mais MD de VG sur dt, c'est la somme des forces extérieures. C'est ce que j'ai écrit ici. Et après, encore la dérivée par rapport au temps de LG, je l'ai écrit comme ceci. Maintenant, ça doit être égal à MO extérieur. Mais réécrivons MO extérieur. On applique la définition. Normalement, je devrais écrire OP alpha cross F alpha. Le OP alpha, je l'écris OG plus GP alpha. Le premier terme donne OG cross somme des forces. OG cross somme des forces. Le deuxième terme, c'est le GP alpha cross F alpha, somme sur alpha. C'est MG. J'ai écrit MG. Maintenant, le théorème du moment cinétique nous dit d de LO sur dt, c'est égal à MO. Donc ceci est égal à cela. Et quand j'exprime cette égalité, je peux simplifier ces deux termes des deux côtés du signe égal. Et il me reste d de LG sur dt égale à mg extérieur. C'est ce que j'ai annoncé ici. Voilà, donc j'ai démontré que quand on calcule le moment cinétique en G, on peut ne considérer que les termes de rotation dans la vitesse des points P alpha. Et j'ai montré cette forme du théorème du moment cinétique où on a, au lieu de prendre un point du référentiel, on a pris le centre de masse comme point de référence pour le moment cinétique et pour le moment de force. Examinons cette expression du moment cinétique en G. Voilà ce que j'aimerais faire. N'est-ce pas? Ici, il y a oméga qui apparaît, et puis il y a les M alpha et les points P alpha. Les M alpha et les P alpha définissent la forme de l'objet. Le oméga caractérise la vitesse angulaire de l'objet. J'aimerais au fond écrire LG en séparant les propriétés intrinsèques du solide et cette propriété extrinsèque, la vitesse angulaire. Je le fais de la manière suivante. D'abord, j'aimerais traiter ce double produit vectoriel en appliquant une formule que j'avais donnée, qui était la suivante. J'ai donné cette formule quand on a introduit le produit vectoriel parce que je savais qu'on en aurait besoin aujourd'hui. Et la formule, c'était que là, j'ai A produit scalaire avec C fois le vecteur B, plus A produit scalaire avec B fois le vecteur C. J'applique cette formule. Donc, ici, je vais écrire GP alpha, produit scalaire, fois le oméga.
Et après, GP alpha, produit scalaire avec oméga, fois le GP alpha. Je l'ai fait ici. Voilà le GP alpha oméga. GP alpha oméga fois GP alpha. Maintenant, j'introduis un repère lié au solide. Un repère E1, E2, E3. Et je projette dans la direction I. Donc je fais le produit scalaire avec EI, si vous voulez. Je prends cette équation-là et je fais produit scalaire avec EI. Ça me donne les projections des grandeurs vectorielles. La projection de LG dans la direction I, je vais l'appeler LGI. Ici, je simplifie l'écriture en écrivant GP alpha au carré. La projection de oméga dans la direction I, je l'appelle oméga I. La projection de GP alpha dans la direction I, je l'appelle GP alpha I. Et là, j'écris déjà ce produit scalaire comme une somme de produits de composantes. GP alpha J, oméga J. Vous noterez que j'ai utilisé un indice de sommation J distinct de I pour ne pas tout confondre dans cette équation-là. Les J portent sur ces termes-là, manifestement. Maintenant, je vous rappelle, ce que j'aimerais faire, c'est séparer la partie oméga de la partie qui concerne uniquement la forme du solide. Je peux le faire avec l'artifice suivant. Je remplace oméga I par somme sur J, delta IJ oméga J. Vous vous souvenez que delta IJ vaut 0, sauf si J égale I. Quand J égale I, oméga J devient oméga I. C'est bien ce terme-là. L'avantage de cette manœuvre, c'est que maintenant j'ai somme sur J, oméga J. Pour ces deux termes, je peux mettre la somme en évidence. Ça me donne ceci, somme sur J. Et là, vous voyez maintenant arriver des objets qui ne concernent que la forme de l'échantillon et les masses. Et voilà, mon oméga, il est ici. Donc, j'ai une solution, ou si vous voulez, j'ai une relation entre L et G qui est donnée comme ceci en termes de composantes, avec un IIJ, quelque chose qui a l'air d'une matrice, dont la définition est donnée ici en rouge. On aura besoin de cette définition plus tard. On a GP alpha au carré, delta IJ, moins GP alpha J, GP alpha I pour l'élément IJ. Donc maintenant, je peux parler de tenseur d'inertie. La relation, je vous rappelle ici les deux formules qu'on vient d'obtenir. Celle qui définit IIJ et la relation entre L et oméga. Au fond, la relation entre oméga et L, en physique, on parle d'une relation tensorielle et IJ est un tenseur. Quand on parle en termes de composantes, on peut écrire les composantes du tenseur qui sont une matrice et donc on a une notation matricielle qui devrait vous être familière. J'ai donc une matrice 3 fois 3 fois le vecteur oméga écrit en composantes. Ceci, on appelle le tenseur d'inertie. Maintenant, je note que, d'abord, tous les termes de cette expression sont réels. Et d'autre part, si j'intervertis I et J, delta IJ et delta J, c'est la même chose, par définition de delta IJ. Et là, j'ai un produit d'un terme en I et d'un terme en J, je peux intervertir l'ordre, ça ne changera rien à ce produit. Donc, IIJ égale IJI, on dit que la matrice est symétrique, elle est donc réelle et symétrique, et un résultat de mathématiques est que il existe toujours, cette matrice est diagonalisable, comme disent les mathématiciens. Pour nous, cela veut dire qu'il existe un repère, j'ai choisi un repère au début pour écrire cette relation-là en termes de composantes. Il est possible de trouver un repère tel que cette formule-là prenne l'allure suivante. Vous voyez, vous avez des termes non nuls sur la diagonale, des termes nuls en dehors de la diagonale. Maintenant, comme physicien et dans le cadre de ce cours, il n'y a pas besoin de faire grand cas sur les questions de diagonalisation de matrices parce que, en général, on va travailler avec des cylindres, des sphères
des formes géométriques très simples qui ont beaucoup de symétrie, et ces directions, les directions du repère, sont des directions qu'on trouve par symétrie. Jamais un étudiant a eu des problèmes pour trouver quel était le repère qui avait cette propriété-là. Maintenant, ce repère porte un nom. Un repère qui fait en sorte que notre tenseur est diagonal s'appelle un repère d'inertie. Et les directions que définissent ces vecteurs du repère sont appelés les axes principaux d'inertie. Maintenant, je dois faire un petit commentaire sur notre vocabulaire. Déjà, quand j'ai introduit la notion de référentiel et de repère, j'ai dit faites attention de ne pas les confondre. J'ai insisté que le repère, c'est un outil mathématique et le référentiel, c'est un objet par rapport auquel on mesure vitesse et accélération. Le repère sert à projeter des vecteurs. C'est donc tout à fait autre chose. Maintenant, pas de chance, la tradition veut qu'un référentiel dans lequel la première loi de Newton est satisfaite s'appelle un référentiel d'inertie. C'est donc une question de dynamique qui intervient dans cette nomenclature. Ici, j'introduis un repère d'inertie et il n'est question que de diagonaliser le tenseur d'inertie. Donc les termes sont voisins, mais leur sens est radicalement différent. Maintenant, j'aimerais insister sur la relation entre le moment cinétique et la vitesse angulaire. Alors je répète cette formule qui nous donne Lg en fonction de oméga. Et je pose la question, est-ce que le moment cinétique et la vitesse angulaire vectorielle sont des vecteurs collinaires? Je vous invite à faire une pause pour réfléchir à cette question. Bien, regardons ce qui se passe en composantes. Si j'écris les composantes de Lg, ce calcul-là me donne Ig1, oméga 1, Ig2, oméga 2, Ig3, oméga 3. Et maintenant, dire que les deux vecteurs sont collinéaires, c'est dire qu'il existe un coefficient lambda tel qu'en multipliant le vecteur par lambda, je tombe sur l'autre vecteur. Maintenant, ceci n'est possible, ne peut être satisfait que si tous les Ig sont égaux, ou alors deux des composantes de oméga sont nulles. À ce moment-là, ça veut dire que oméga est dans la direction de 1, 2 ou 3. C'est les directions des axes principaux d'inertie. Donc, d'une manière générale, on peut dire que la vitesse angulaire et le moment cinétique ne sont parallèles que si oméga est le long d'un axe principal d'inertie. Dans le cas particulier où les trois coefficients sont égaux, on peut montrer que n'importe quelle direction est axe principal d'inertie. Je vais introduire maintenant la notion de moment d'inertie. Je pars de la définition de la composante Ij du tenseur d'inertie. J'imagine un solide qui tourne autour d'un axe fixe. Je vais appeler l'axe delta, comme ceci. Et maintenant, je choisis mon système d'axes de coordonnées. Je vais prendre l'axe de coordonnées 3 le long de delta. Et je calcule I3, 3. Alors, j'applique la formule. Ici, j'ai un delta 3, 3 qui vaut 1. Ici, j'ai Gp alpha 3 au carré. Ça, c'est Gp alpha 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, moins 3 au carré. Il reste Gp alpha 1 au carré, plus Gp alpha 2 au carré. Mais ça représente quoi, ça? Je fais un dessin. Voilà mes axes qui ne sont pas nécessairement des axes principaux d'inertie, mais je me suis arrangé pour mettre l'axe 3 le long de l'axe delta. Et maintenant, j'ai Gp alpha 1 au carré. Le Gp alpha 1, il est là. Le Gp alpha 2, il est là. Et vous noterez qu'on a un angle droit ici
Donc, ce terme-là, c'est, comme je l'ai appelé sur le dessin, d alpha au carré. Je veux dire par là, c'est la distance de la masse m alpha à l'axe delta. La distance de la masse m alpha ici à l'axe delta, c'est d alpha. J'ai donc trouvé, et c'est ce que je vais appeler un moment d'inertie, c'est la somme des masses fois les distances au carré pour un solide. Cette formule, je l'ai mise en rouge parce que c'est une formule très utile qu'on va utiliser en tout temps. Maintenant, vous remarquerez que si au lieu de calculer I33, j'avais calculé I22, alors j'aurais ici Gp alpha 2 au carré, il me resterait le 1 au carré et le 3 au carré, ça serait la distance au carré à l'axe 2. Donc I33 et I22, et par extension I11 aussi, sont des moments d'inertie. Les termes diagonaux du tenseur d'inertie sont des moments d'inertie. Je passe maintenant à une expression de l'énergie cinétique pour un solide qui a un axe fixe. Imaginez un solide qui tourne autour d'un axe fixe. Chaque point matériel du solide décrit un cercle. Chaque masse m alpha dans lequel j'ai décomposé le solide a un mouvement circulaire de rayon d alpha étant la distance de m alpha à l'axe, et la vitesse angulaire de ce mouvement circulaire, c'est la vitesse angulaire du solide. Voici l'expression de l'énergie cinétique du solide en sommant les termes 1/2 de m alpha v alpha au carré, c'est l'énergie cinétique pour un point matériel, je somme sur tous les points matériels. Maintenant, j'utilise le fait que le v alpha, c'est oméga fois d alpha, et j'ai donc une expression comme ceci, et là je reconnais notre définition de I delta. Donc voilà, j'ai une expression très commode, souvent utilisée, l'énergie cinétique d'un solide en rotation d'axe fixe a une énergie cinétique qui peut s'exprimer comme 1/2 de I delta oméga carré. C'est la même structure qu'ici, avec la masse qui est remplacée par le moment d'inertie et la vitesse par la vitesse angulaire.